un petit problème sur mon PC. Je n'ai pas pu me connecter. Alors, on commence directement. Je vous partage. Bon, on était à quel niveau? On était dans ici, dans la communication par tableau noir. Oui? Est-ce qu'on était sur ce slide? Est-ce qu'on a fait ce slide? La communication par envoi de messages? Non. Alors, bon, on commence. Donc, on avait déjà parlé de deux types de communication. La communication directe, bien sûr. Hein. La communication par tableau noir. Et, attendez, je vais ajouter le son parce que je vous entends mal. Voilà. Je reviens. Alors, nous avons dit que la communication peut être par tableau noir, c'est-à-dire on utilise une mémoire partagée. Et bien sûr, cette méthode, elle a ses avantages et ses inconvénients. Et nous avons l'autre méthode qui est la communication par envoi de messages. C'est-à-dire, finalement, nous avons un ensemble d'agents. Nous avons un ensemble d'agents qui communiquent entre eux à travers l'envoi de messages. Maintenant, pour l'envoi de messages, on peut avoir différents types d'envois. Soit on fait, par exemple, la diffusion, c'est-à-dire un agent, il diffuse. Attendez, conserver. Accepter. Voilà. Je reviens. Donc, soit un agent diffuse le message pour l'ensemble des agents. Donc, c'est un envoi sans attente de réponse. Voilà, c'est juste une diffusion d'informations par envoi de message. Comme on peut avoir une communication sélective, c'est-à-dire que l'agent qui veut envoyer des messages, il sélectionne les agents destinataires. Donc, par exemple, nous avons cet agent, il sélectionne par exemple celui-là, ou bien cet agent, il sélectionne par exemple celui-là, celui-là et celui-là. Pardon. Et celui-là, donc il sélectionne, qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. Donc c'est une sélection, il sélectionne les destinataires de son message. Ce n'est pas pour tout le système, mais pour certains agents. Et nous avons aussi un autre type de communication qui est la communication avec accusé de réception, qui veut dire que quand on envoie le message, c'est-à-dire quand l'agent envoie un message, il attend une réponse. C'est-à-dire, cette attente, pourquoi on fait recours à ce type de communication? C'est quand on a besoin d'une certaine synchronisation entre les traitements. C'est-à-dire, il envoie un message pour lui dire, voilà, vous m'envoyez telle donnée ou bien vous me validez tel traitement, etc. Une fois que l'agent reçoit la réponse, il continue. Donc là, il y a une certaine synchronisation dans les traitements entre agents, quand il s'agit d'attente d'accusé de réception. Bien sûr, dans ce type de communication, nous avons aussi des avantages et des inconvénients. Et c'est-à-dire le choix de l'une ou l'autre des méthodes dépend du cas d'application. C'est-à-dire, dans notre cas, quelles sont les priorités, quels sont les points pour lesquels on donne plus d'importance que d'autres, et donc quels sont les points qu'on néglige, par exemple. Ici, par exemple, pour les avantages, c'est la liberté d'expression, c'est-à-dire finalement, chaque agent, il a le droit d'envoyer, soit dispatché pour tout le monde, soit sélectionné. Donc, il y a une certaine liberté dans la communication entre agents. Il y a aussi la parallélisation ici. C'est pas comme pour le tableau noir. Bon, il y a un certain parallélisme, mais quand même, c'est-à-dire il y a des agents qui envoient leurs données ou bien leurs messages vers le tableau noir, et après, à partir du tableau noir, ben, les autres, ils vont aller consulter le tableau noir et lire les données qui les intéressent. Voilà. Donc, il n'y a pas assez de parallélisme. Mais ici, on peut faire tous les parallélismes qu'on veut. Parce que nous avons chaque agent, il peut communiquer avec l'ensemble, soit avec tout le monde, soit avec une sélection, soit avec. Donc, il y a du parallélisme. On voit bien ici qu'il y a plus de parallélisme que la communication par tableau noir.
Et bien sûr, il y a l'autre point qui est un avantage, c'est indépendante du domaine d'application, qui veut dire, c'est-à-dire pour le tableau noir, je suis vraiment dans une application bien précise où je dois préciser quelles sont les données que je dois mettre dans le tableau noir et par la suite les agents destinateurs, quelles sont les données qu'ils vont lire, etc. Donc finalement, je suis entrée dans le domaine d'application, c'est-à-dire je rentre dans tous les détails du domaine d'application. Alors que ici, non. C'est-à-dire, j'ai un système, par exemple, j'ai ce système multi-agent, j'ai plus de facilité et de souplesse d'ajout d'autres agents comme ça. J'ajoute des agents et par la suite, ils font des traitements particuliers et après, ils communiquent avec les autres agents facilement. Je ne suis pas obligée de remettre à zéro tout ce que j'ai déjà fait. Donc, il y a une certaine indépendance par rapport au domaine d'application. Il y a une certaine souplesse, adaptabilité. Voilà, c'est adaptable facilement. Alors que pour le tableau noir, c'est un petit peu figé comme type de communication. Pour les inconvénients, c'est clair que l'envoi de messages est plus coûteux en bande passante que l'écriture en mémoire. Parce que le tableau noir, c'est une mémoire finalement partagée. Donc l'écriture en mémoire, elle est moins coûteuse que l'envoi de messages, parce que l'envoi de messages, ça occupe la bande passante et automatiquement, c'est plus coûteux en temps et en bande passante et tout. Donc, et c'est possible que par la suite, il y aura perte d'information. Ce n'est pas comme, pardon, ce n'est pas comme pour l'écriture en mémoire. On écrit directement lors de l'exécution, on écrit et l'autre est bien, il lit. Mais quand on envoie de messages, c'est un problème. Surtout si c'est un réseau, c'est-à-dire c'est le système multi-agent est géographiquement distribué. C'est-à-dire ils sont dispersés même géographiquement. Ça veut dire que chaque agent, il est dans un serveur donné, etc. Donc, c'est possible qu'il y ait perte d'information s'il y a un problème de connexion entre les différents agents. Et par la suite, c'est difficile de corriger les erreurs par la suite parce qu'il y a ce risque-là. Donc, automatiquement, il y a le risque de correction des erreurs et aussi le risque de saturation des communications quand le nombre de messages devient très grand. Donc, c'est possible qu'on aura une saturation de la bande passante. Voilà. Alors, ici, cette remarque, c'est concernant cette communication, ce type de communication. Donc, on l'utilise quand on a besoin, avec accusé de réception, c'est quand on a besoin d'une communication où il y a de la synchronisation derrière. Voilà, on veut synchroniser, coordonner certains traitements. Donc, ça, c'est le deuxième type de communication, toujours dans le cadre du direct, mais de type. Voilà. Le blackboard et l'envoi de messages. Un autre aspect très important dans les systèmes multi-agents, c'est l'organisation. C'est-à-dire comment j'organise mon système, comment j'organise l'ensemble des agents. Est-ce qu'il y a une certaine hiérarchie entre les agents? Est-ce qu'il y a une certaine centralisation entre les agents? Est-ce que, voilà, donc comment j'organise tout ceci? Alors, il y a deux grands types d'organisation. C'est-à-dire, il y a l'organisation a priori, c'est-à-dire à l'avance, je précise comment sont organisés mes agents, ou bien au moment de l'exécution, il y a une certaine organisation qui se crée au moment de l'exécution. Donc, si c'est a priori, ça veut dire à l'avance, donc je peux l'avoir, par exemple, hiérarchique, de marché, de société, par exemple, comme ça. De société, ça veut dire que j'ai des agents comme ça. C'est comme pour les réseaux sociaux, par exemple, et c'est une société d'agents qui communiquent comme ils veulent, etc. Donc, ça, c'est une société d'agents. C'est l'ensemble qui communique avec l'ensemble. Coalition, c'est comme ça. Coalition, c'est comme ça, par exemple. Attendez. Par exemple, j'ai un ensemble d'agents comme ça. Voilà, voilà. Après, un ensemble d'agents. Et après, ils créent des coalitions, tahaloufet, en quelque sorte. C'est-à-dire, finalement, au début, on avait un ensemble d'agents dispersés un petit peu. Après, au moment de l'exécution, par exemple, ou bien avant, ils créent un certain protocole qui leur permet de créer des coalitions. C'est-à-dire, ces agents-là, il y a une coalition, je ne sais pas, c'est quoi le problème avec cette souris, il y a une certaine coalition entre ces agents. La même chose ici. Bien sûr, pour la coalition spécialement, elle peut être, c'est-à-dire au moment de l'exécution. Hein.
une coalition qui se crée au moment de l'exécution. Mais elle peut être créée à l'avance. C'est-à-dire, au début, je dis que voilà, il y a une certaine coalition de certains agents du système global. C'est-à-dire, ces agents travaillent entre eux en coalition. Ces agents travaillent entre eux en coalition. Ceux-là travaillent. Et après, il y aura une communication entre les différentes coalitions. Bien sûr, ici, tout dépend du type d'application. C'est lié aux applications et ce qu'on veut faire avec ce système multi-agent. Hiérarchique, bien sûr, ça veut dire que nous avons un agent qui est à un niveau haut et par la suite viennent des ordres. Donc là, ici, c'est des ordres qui viennent vers les subordonnés. C'est des agents qui sont à un niveau inférieur. Donc ça, on appelle ça une structure hiérarchique et elle peut être à plusieurs niveaux. Donc elle peut être à plusieurs niveaux. L'autre organisation, c'est une organisation sous forme de marché. C'est comme pour les marchés, c'est-à-dire nous avons un agent qui fait un appel d'offres, donc une proposition ou bien un appel d'offres, et par la suite les agents, que ce soit pour les traitements, par exemple, il fait un appel d'offres, quel est l'agent qui peut me faire cette tâche, par exemple. Hein. Et l'agent, bien sûr, il y aura des offres, des agents, et cet agent-là va décider quel agent il va choisir pour l'offre qu'il vient de faire, pour l'appel d'offres qu'il vient de faire. Donc ça, c'est une structure qui est inspirée, c'est une organisation plutôt, qui est inspirée des marchés. Maintenant, pour l'organisation par émergence, émergence, ça veut dire elle émerge au moment de, elle apparaît, une organisation qui apparaît, qui est créée au moment de l'exécution. C'est-à-dire, nous avons nos agents comme ça, qui travaillent ensemble, mais à un moment donné, après exécution, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été créé entre les agents. Quelque chose, cette organisation-là, on appelle une organisation par émergence. Donc, peut-être, par exemple, nous avons notre agent, supposons que nous avons, pour le fonctionnement et les interactions entre agents, il y a certaines contraintes. Donc, automatiquement, avec l'exécution, on voit bien qu'il y a, avec les contraintes données aux agents, des conditions. Quand on dit contraintes, conditions d'exécution, etc., on voit qu'il y a apparition d'une émergence d'un certain comportement, d'une certaine organisation. Je vous donne l'exemple, par exemple, pour l'émergence, l'exemple le plus frappant, c'est les fourmis. C'est les fourmis. Au début, nous avons le nid des fourmis et de l'autre côté, nous avons la source de nourriture. Au début, c'est vraiment aléatoire. C'est vraiment par hasard que les fourmis se déplacent entre le nid et la source de nourriture. Mais à un moment donné, on voit bien qu'il y a une émergence d'une certaine organisation, le fait d'emprunter le même chemin et qui est le chemin le plus court. Ça, c'est une émergence d'une certaine organisation entre les fourmis. Donc ça, c'est l'exemple le plus frappant pour cette histoire d'émergence. Est-ce que c'est clair pour ce point? Je répète, j'ai dit pour l'émergence, c'est une organisation qui apparaît au moment de l'exécution du système multi-agent. Ce n'est pas à l'avance. Parce que des fois, quand je conçois un système multi-agent, je dis, voilà, j'ai un agent, regardez cet exemple-là, l'hiérarchique. Je dis que voilà, j'ai un agent maître, par exemple. Il va envoyer des ordres d'exécution aux agents esclaves. Ceux-ci, quand ils terminent leur exécution, ils vont donner le résultat à l'agent maître, par exemple. Donc finalement, c'est une organisation que j'ai définie à l'avance, avant d'exécuter, avant de lancer l'exécution. Donc c'est une organisation prédéfinie, a priori, à l'avance. Voilà. Et c'est une organisation de type hiérarchique. Par contre, l'organisation par émergence, non. Au début, tous les agents travaillent comme ça, aléatoirement. L'exemple des fourmis. J'ai dit l'exemple des fourmis, la colonie de fourmis. Les fourmis se déplacent comme ça. Quand je dis fourmis, c'est inspiré des fourmis biologiques, c'est-à-dire naturelles, mais on les applique aussi c'est un algorithme finalement, colonie de fourmis, pour l'optimisation, par exemple. On peut utiliser un algorithme de colonie de fourmis, artificielle bien sûr, pour optimiser un problème. Donc cette organisation, elle apparaît au moment de l'exécution. C'est-à-dire, je lance mes fourmis, comme ça, aléatoirement, comme ça. J'ai un nid, ici, le nid des fourmis, c'est-à-dire le chez-soi des fourmis. Et de l'autre côté, j'ai une source de nourriture, par exemple. Et j'ai des fourmis qui sont éparpillées
aléatoirement à un moment donné, comme ça, elles sont aléatoires. Donc, il n'y a pas une organisation. Si on dit aléatoire, ça veut dire qu'il n'y a aucune organisation. Mais à un moment donné, on remarque que toutes les fourmis empruntent un petit peu le chemin le plus court. À un moment donné, après un certain temps, on voit bien qu'il y a un certain chemin qui est renforcé par la phéromone, et finalement, toutes les fourmis empruntent le même chemin, et qui est aussi le chemin le plus court. Donc finalement, cette organisation-là qu'on voit ici, c'est d'emprunter le chemin le plus court. Elle n'a pas été définie à l'avance. On ne savait pas qu'ils allaient emprunter ce chemin. Mais après un certain temps, on voit bien que toutes les fourmis empruntent le même chemin. Et donc finalement, c'est une organisation qui apparaît après exécution. Ça a émergé. Émerger, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on appelle ça, émerger, traduire le mot, mais émerger, c'est-à-dire après un certain temps. Est-ce que c'est clair pour ce point? Voilà. Oui. En bleu. Non, 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 ici en bleu, les agents, c'est un schéma aléatoire. Donc, c'est un ensemble d'agents qui communiquent entre eux. Bon, j'ai donné les fourmis, mais les fourmis, il n'y a pas de communication directe. C'est une communication à travers, je veux dire, c'est une communication, ce n'est pas des messages, mais c'est de la phéromone, c'est bio-inspiré. Mais on peut avoir une organisation comme ça, aléatoire au début. Mais pour le traitement pour lequel ils sont faits, on a créé cet ensemble pour réaliser certaines tâches. Donc finalement, un but commun, un but. Et donc à la fin, on voit bien que à la fin, il y a ce qui est en rose, c'est l'organisation qui a émergé. C'est l'organisation des agents qui a émergé après un certain temps. C'est clair? Voilà. Donc ça, c'est concernant l'organisation. Donc il faut prendre en considération, c'est-à-dire si on veut développer, et ceci se répercute même pour n'importe quel système. C'est-à-dire quand on parle de système multi-agent, ça ne veut pas dire forcément multi-agent. Même si vous développez un système, peu importe une application qui contient plusieurs modules, vous organisez vos traitements. Il y a une certaine organisation entre les traitements. C'est-à-dire, vous dites que je fais tel traitement avant celui-là, ou bien je fais tel traitement qui va lancer tel et tel et tel traitement. Donc, il y a une certaine organisation. Et cette organisation, elle est définie à l'avance, ou bien elle apparaît au moment de l'exécution, tout simplement. L'autre aspect important dans les systèmes multi-agents, c'est les interactions. S'il n'y a pas d'interaction entre les agents, on ne les appelle pas système multi-agents. S'il n'y a pas d'interaction. Quand on dit interaction, je vous ai dit, je rappelle, hein, je reviens vers l'histoire de l'interaction parce que c'est important. Ici, voilà, ici. Quand on dit interaction, ce n'est pas forcément communication, dans le sens communication. Hein. C'est-à-dire, on peut avoir de l'interaction, ici, euh, je, je, de l'interaction entre les agents sans communication. Ben oui, l'exemple qu'on a donné. Nous avons dit que, par exemple, les agents, il n'y a aucune communication entre les agents, mais il y a de l'interaction. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'influence. C'est-à-dire les comportements de certains agents influent sur le comportement d'autres. C'est une influence seulement. Il n'y a pas de communication, ni par envoi de message, ni par tableau noir. Il n'y a pas de communication. Mais quand même, il y a de l'interaction. Donc, il ne faut pas confondre entre le mot communication et interaction. Interaction, c'est comme pour les marchés. Je vous ai donné l'exemple des marchés financiers. Je parle des bourses, l'achat d'actions, etc. Généralement, les investisseurs, ils ne communiquent pas entre eux. Non, je ne veux pas dire qu'ils ne communiquent pas. Concernant leur achat, leur action d'achat et de vente. Il ne va pas dire, voilà, je vais acheter avec tel prix, je vais vendre avec tel prix. Non, il y a une certaine confidentialité dans le comportement des actions d'investissement. Donc, il n'y a pas de communication. Mais indirectement, sans communication, il y a de l'interaction parce que d'après le comportement de certains agents, on voit le résultat, le comportement, les actions, on les voit. C'est-à-dire, je vois que la majorité ils sont en train d'acheter, donc automatiquement le prix va augmenter selon, par exemple, la loi de l'offre et la demande. Donc, d'après le comportement des autres, ils ne m'ont rien dit, mais une fois qu'ils se sont comportés, ils ont agi dans l'environnement, je peux faire des déductions.
je peux faire des déductions et décider par la suite. Donc, c'est quand on dit, est-ce que vous avez compris cette histoire de communication et d'interaction, la différence? Oui, je répète. J'ai dit, j'ai un marché financier. J'ai un marché financier, voilà, j'ai un ensemble d'investisseurs, voilà. Marché financier, ça veut dire que c'est un ensemble d'investisseurs qui achètent et vendent des actions dans une institution marché financier, une bourse, la bourse, voilà, une bourse. Voilà. Donc, les investisseurs, est-ce que cet investisseur 1, il va dire à l'investisseur, voilà, je vais acheter à tel prix, je vais vendre à tel prix, telle action. Est-ce qu'il va lui dire ça? D'après vous? Non, pourquoi? C'est confidentiel. Il va pas lui dire: «Je vais faire ça», parce que l'autre, il va faire ses calculs et il va peut-être, aller, faire l'action avant lui et cetera. Il sera le gagnant. Donc il y a dans les marchés, parce qu'il y a une certaine compétition entre eux, les investisseurs, il y a une certaine compétition. Chacun d'eux, il veut, réaliser le maximum de profit, le maximum de gains. Donc, il n'y a pas cette communication entre les investisseurs. Mais en prenant tout ça, tout ce système dans sa globalité, chaque agent, chaque agent, il est en train de voir ce qui se passe dans la bourse. Il est en train d'observer ce qui se passe. Il voit que, par exemple, la majorité, sans les noms des investisseurs, mais il voit que la majorité, ils sont en train de vendre telle action. Ils sont en train d'acheter telle action. Donc, selon le comportement, donc finalement, le résultat du comportement des autres, anonyme, c'est-à-dire ici, ils voient que la majorité, ils sont pas avec les noms. Donc, il n'y a pas eu de communication directe entre les investisseurs, mais ils voient le résultat de ce qu'ils ont fait, la majorité ou la minorité, etc. Donc, selon le comportement de ce qu'ils sont en train de faire, ils décident de faire ils décident d'agir pour réaliser le maximum de profit. Donc finalement, est-ce qu'il y a de la communication entre celui-là et celui-là? Est-ce qu'il y a une communication? Même celui-là. Est-ce qu'il y a une communication? Mais est-ce qu'il y a une interaction? Oui, voilà. Il y a une interaction. Il y a, je ne sais pas, interaction parce qu'ils voient leur comportement. Même s'il ne sait pas qui c'est qui a acheté. Il ne sait pas qui c'est qui a acheté ici. Il n'y a pas des noms. Il ne sait pas. Mais il sait que la majorité, ils sont en train d'acheter, par exemple, les actions de l'Horacie, Hôtel Horacie, par exemple. Je donne l'exemple de l'Algérie. Il voit que la majorité sont en train d'acheter, donc automatiquement, le prix, donc il aura une idée sur l'évolution du prix. Est-ce que le prix, si la majorité achète, le prix automatiquement va selon l'offre et la demande. Donc, il sait comment le prix va évoluer. Et de ce fait, il peut décider qu'est-ce qu'il va faire pour minimiser les pertes et pour maximiser les profits. C'est ça son objectif. Donc, vous voyez maintenant la différence entre interaction et communication. Madame, sans communication, vous voulez dire par observation, genre y observer les autres Oui, agents oui, et il il est en va train d'observer, mais il n'est pas en train d'observer le comportement de l'agent lui-même. Il ne sait pas que celui-là a acheté et vendu, ou bien vendu et à quel prix. Mais il sait ici parce que c'est affiché par la suite, les achats, etc., mais anonyme, sans le nom. Il D'accord, voit d'accord. bien que la majorité sont en train d'acheter, etc. On voit ça, c'est affiché sur les tableaux de la bourse. Vous voyez au niveau de la bourse, les bourses, je ne parle pas de la bourse algérienne parce qu'elle n'est pas vraiment active, mais les bourses de New York, je ne sais pas, les grandes bourses mondiales, on voit des tableaux qui sont affichés partout et on voit l'évolution. C'est tout le monde qui est en train de surveiller. Vous les voyez? Oui. Voilà. Oui. Oui, oui, finalement, le tableau, c'est quoi? Ça résume ce qui est en train de se passer. On affiche des graphiques concernant l'évolution des prix, on affiche les actions, les prix qui sont en train d'évoluer, de diminuer en vert, et cetera. Il y a des affichages qui se font, mais c'est anonyme, il y a pas de nom. On va pas dire que l'investisseur, tel, il a acheté. Non, on voit seulement les résultats de leur action qui sont affichés. Oui?
Voilà. Donc, ça, c'est de l'interact. Donc, c'est un système interactif. Donc, c'est un système multi-agent, même s'il n'y a pas de communication entre investisseurs. Bien sûr, quand je dis communication entre investisseurs, ça veut dire que cet investisseur ne veut pas dire qu'il est fâché ou là, contre celui-là. Je parle de communication du domaine qu'on veut étudier. C'est-à-dire, il ne va pas lui donner le prix avec lequel il va acheter, ni lui donner s'il va acheter ou vendre. C'est ça, c'est dans ce sens. C'est le domaine d'application. Donc, je reviens vers l'organisation. Donc, on a parlé de l'organisation, que ce soit a priori ou bien oui, oui. Ce n'est pas vraiment hiérarchique parce que ici, regardez ici. Donc, je vais vous expliquer. Hiérarchique, j'ai donné un seul niveau, mais on peut avoir ceci, comme ça. On peut avoir ceci, c'est-à-dire celui-là. Voilà, comme ça. Et en plus, celui-là, il est en train de donner des ordres. C'est écrit ici. C'est pas clair, mais c'est écrit. Il est en train de donner des ordres. C'est-à-dire, toi, tu fais ça. Donc, c'est un niveau. C'est comme un directeur et les subordonnés et les sous-directeurs ou bien les responsables de service. Le directeur donne des ordres aux responsables de service ou de département, etc., pour faire telle tâche. C'est un ordre. Et il va l'exécuter. Ici, non. Ici, ce n'est pas un ordre. Ici, un agent, il va faire un appel d'offres. Un appel d'offres, c'est-à-dire il propose à l'ensemble des agents qui c'est qui veut me faire telle tâche à tel prix. Par exemple, hein, c'est juste un exemple. Alors, les autres, ils sont libres d'accepter ou de refuser. Ils proposent et par la suite, supposons que celui-là et celui-là, ils vont refuser. Là, ils ne vont pas faire d'offre. Celui-là, il va faire une offre avec un certain prix, demander un certain prix. Celui-là, il va faire la tâche avec un certain prix. Et celui-là, il va prendre celui qui donne le prix minimum, par exemple. Par exemple. Ou le maximum, si c'est un achat, par exemple. Donc, vous voyez, ce n'est pas un ordre. Ils lancent l'appel d'offres pour tout le monde. Et après, les autres, ils vont faire leur offre. Qu'est-ce qui leur offre? Par exemple, je vous fais celui-là, il lance, je veux, je veux construire un pont. Par exemple, c'est l'exemple des projets, par exemple. Je veux construire un pont qui soit comme ça, avec certaines conditions, et que le prix ne dépasse pas tel et tel et tel. Donc, il va proposer un ensemble. Voilà, à l'ensemble. Ceux-là, ils vont lui dire, voilà, je vais vous construire le pont avec telle et telle condition et à tel et tel prix. Celui-là, je vais vous faire construire un pont avec telle et telle condition. Celui-là, il va étudier toutes les offres et après, il va décider à quel agent il va attribuer la tâche. Donc, est-ce que c'est un ordre? Non, donc c'est ça, finalement. Cette architecture, cette organisation plutôt, elle est inspirée des marchés. Les marchés, ça se passe comme ça. C'est-à-dire quand on veut construire une école, on lance le marché pour l'ensemble c'est-à-dire des destinataires qui peuvent construire, comment on appelle ça? Ceux qui font des projets. J'ai oublié. Oh, alors là, j'ai oublié, j'ai perdu le. L'essentiel, les sociétés qui peuvent faire ce projet, réaliser ce projet. Donc, toutes ces sociétés, elles vont proposer leur offre, et après, celui qui a décidé de construire l'école, il va attribuer ce projet à une certaine société. Ça peut être pour les sociétés, comme pour les projets de construction, c'est possible quand, par exemple, on lance l'offre aux sociétés algériennes, comme on peut lancer aux sociétés étrangères. Et après, quelle est l'offre la meilleure? Ça peut être une société étrangère qui va gagner le marché, qui va prendre le projet, parce que son offre est intéressante pour celui qui a proposé, qui cherche que ce soit le prix ou bien la qualité de réalisation du projet, etc. Voilà. Donc ça, c'est une structure. Donc ce n'est pas un ordre. Alors que ici, hiérarchique, non, c'est des ordres. C'est-à-dire celui-là, il envoie, tu fais telle tâche. Il envoie à celui-là, tu fais telle tâche. Et aussi, c'est possible que cet agent, il a des subordonnés aussi. Il lui envoie, tu fais telle tâche, et ainsi de suite. Donc, il y a une certaine structure hiérarchique. Et bien sûr, c'est possible qu'on aura plusieurs organisations dans un même système multi-agent. Hein.
C'est-à-dire ne pas, ça c'est les différents types, mais je peux avoir par exemple ici, comme ça, un système hiérarchique, voilà, un système hiérarchique, un niveau, voilà, pour certaines tâches, c'est hiérarchique, mais pour d'autres tâches, il y aura de la communication et ça devient société, ça devient société. Donc, ce n'est pas forcément une organisation qui existe dans un système multi-agent. Je vous ai dit, tout dépend de ce qu'on est en train de faire. Certaines tâches demandent une certaine organisation hiérarchique, par exemple, et d'autres tâches demandent une certaine négociation, une certaine organisation sous forme de société, c'est-à-dire un niveau plat. C'est-à-dire tout le monde peut communiquer avec tout le monde, etc., concernant des négociations ou autres. Voilà. Mais il faut prendre en considération cet aspect quand on développe un système multi-agent ou bien même un système, même s'il n'est pas multi-agent. Il faut avoir cet aspect, prendre cet aspect en considération. Comment organiser mes modules, mes traitements, etc. Voilà, on revient vers les interactions. Donc, on a vu que quand on dit interaction, ce n'est pas forcément communication. Donc, il y a de l'interaction qui se fait entre les agents. Alors, l'interaction, elle peut être, finalement, s'il y a un système multi-agent, cela veut dire que nous avons cet aspect. Ça, c'est sûr. Nous avons une certaine coordination. On ne peut pas lancer un système multi-agent et dire que ça, c'est un système multi-agent alors qu'il n'y a aucune coordination. Non. À un moment donné, il y a certaines coordinations qui se font pour éviter les interactions nuisibles, exploiter les interactions bénéfiques. C'est-à-dire qu'il y a une certaine, un minimum de coordination, entre les agents. Maintenant, aussi, tout dépend du domaine d'application, de ce qu'on veut faire. Tout dépend de ce qu'on veut faire. On peut faire de la coopération entre les agents, comme on peut avoir des cas de compétition entre les agents. Si nous avons un but commun et que tous les agents coopèrent entre eux pour réaliser ce but commun, on appelle ça de la coopération. Maintenant, si chacun a son but à lui, et que chacun, c'est-à-dire agit de façon à améliorer ses gains et minimiser ses pertes, c'est-à-dire il y a une certaine compétition entre les agents, dans ce cas-là, on est dans un cadre de compétition. Voilà. Donc, soit concurrence, compétition, etc. Alors que ici, non. L'ensemble des agents, ils sont en train de coopérer pour réaliser une tâche, un but commun. Voilà. Et pour la coopération maintenant, pas forcément planification, bien sûr, quand on dit, mais généralement, s'il y a de la coopération, entre agents, on travaille avec de la planification. On fait de la planification. Et cette planification qui veut dire planifier les traitements de l'ensemble des agents. Chacun, est-ce qu'il y a une planification centralisée, c'est-à-dire nous avons un agent comme ça, un agent central, et cet agent, il va lancer, par exemple, il va faire le plan et envoyer les tâches à chacun. Il va faire un plan global, bien sûr, et envoyer les tâches, des sous-plans, en quelque sorte, des sous-plans à l'ensemble, donc ça devient centralisé, comme ça peut être vraiment une planification distribuée, c'est-à-dire chacun fait son plan et il y a une certaine coordination entre eux, certains échanges pour synchroniser l'ensemble et coordonner l'ensemble des plans. Donc, finalement, si on travaille en coopération pour aboutir à un but commun, généralement, on utilise de la planification et que cette planification, elle peut être soit centralisée, soit distribuée. On va voir dans la suite ces deux types. Et pour la compétition, s'il y a une concurrence entre les agents, on utilise généralement la négociation. Il y a une certaine négociation. Ils négocient. S'il y a de la compétition, ils négocient entre eux et voir quel est celui qui va gagner la tâche, etc. Mais cette négociation, oui, oui, mais c'est une compétition entre les agents. Supposons que nous avons, par exemple, le marché et la vente aux enchères. La vente aux enchères. C'est une compétition entre les agents, oui ou non? Vente aux enchères. Hein?
Voilà, et ça, il y a une certaine négociation. Ici, peut-être la négociation, elle est centralisée, c'est-à-dire que la négociation avec le vendeur. Mais voilà, donc il y a une certaine négociation qui se passe derrière. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire général, quand je dis ceci, ça veut dire que généralement, on utilise la négociation quand on est dans un contexte de compétition, mais on peut utiliser la négociation même pour un contexte de coopération, hein. C'est-à-dire on peut utiliser une négociation pour de la coopération. C'est-à-dire on négocie entre nous, mais dans l'objectif de coopérer pour réaliser un but commun. Donc ça peut arriver, mais quand on parle de compétition, généralement, on a des problèmes de négociation à résoudre. C'est clair? Oui, réalise son plan, c'est-à-dire il génère son plan. On va l'avoir dans la suite. Dans la suite, on va voir cette histoire de planification. Dans je pense, le slide suivant. Non, d'après. Donc, pour la coopération, eh ben, bien sûr, elle est destinée, par exemple, nous avons un agent seul est incapable de résoudre le problème. Dans le cas où, c'est-à-dire nous avons un agent qui ne peut pas résoudre le problème parce que c'est un problème complexe, distribué, etc., où on a besoin de plusieurs agents, mais pour réaliser le même problème, alors on peut utiliser la coopération entre un ensemble d'agents. Et que ça peut être, par exemple, un agent, il a des informations incertaines ou erronées. C'est-à-dire s'il a des informations incertaines, de préférence, au lieu de se baser seulement sur un seul agent avec des informations incertaines, non, on va faire un ensemble d'agents. Comme ça, si un agent il a des informations incertaines, un autre il a des informations correctes, justes, d'autres incertaines, s'ils coopèrent entre eux, ils minimisent l'incertitude. Ils minimisent l'incertitude. Donc ça, c'est pourquoi on utilise la coopération. Maintenant, pour la coopération, on peut l'avoir de type aussi intentionnel. Quand on dit intention, quand on parle de coopération intentionnelle ou bien d'agent intentionnel, ça veut dire c'est un agent qui décide. Il a une certaine intention. Il décide, il est en train de réfléchir, de faire des plans, et décider aussi. Et quand on dit qu'un agent qui est en train de réfléchir et décider sur une base de connaissances, etc., on est dans un contexte cognitif. Nous avons aussi la coopération réactive. On peut avoir une coopération, c'est-à-dire l'ensemble des agents coopèrent, mais c'est réactif, de type réactif. Voilà. Alors, l'exemple, bon, c'est un exemple de système qui a été développé, c'est-à-dire qui a été opérationnel pour justement le contrôle du trafic routier. Du trafic routier. Donc, le système a été développé, été opérationnel. Ça fait quelques années, donc c'est un ancien système qui était basé sur tableau de bord, sur les structures de tableau de bord. Et l'objectif, c'était bien sûr de contrôler un réseau de trafic routier. Et nous avons ici, ce qui est en vert ici, c'est les agents. Donc ça, c'est nos agents. Voilà. Et chaque agent, il est, comment dire, il est responsable d'un certain nombre de capteurs. Donc au niveau du réseau routier, dans la route, dans un réseau routier, par exemple, une ville, par exemple, une ville comme ça, donc chaque agent, il est responsable d'un certain nombre de capteurs. Les capteurs, bien sûr, captent la circulation des véhicules. Donc ce qui est en jaune, c'est des véhicules. Voilà, avec leur trajectoire, etc. Donc, chaque capteur, il détecte les véhicules comme ça. Il détecte les véhicules qu'il peut détecter, bien sûr. Par exemple, ce capteur, il peut détecter celui-là, il peut détecter celui-là, avec plus ou moins d'erreurs et d'incertitudes, parce que il y a un problème, c'est-à-dire au moment où ce système a été développé, les capteurs peuvent envoyer des erreurs. C'est-à-dire peut-être qu'il n'y a pas de véhicule qui est en train de circuler, mais il envoie une information pour dire qu'il y a un véhicule avec une certaine distance, par exemple. Tout dépend du capteur, qu'est-ce qu'il est en train de capter, les distances ou bien seulement l'objet, etc. Donc, l'ensemble des capteurs de chaque zone, bien sûr, l'environnement est divisé en zones. Voilà, nous avons des zones comme ça. Par exemple, cette zone, cette zone, cette zone, etc. C'est des zones. Et nous avons nos agents
Donc ça, c'est les agents, c'est RDP pour dire, c'est des agents de résolution distribuée de problèmes. C'est une résolution distribuée de problèmes. Ce capteur, cet agent, il est responsable de ça. Il reçoit des informations de ce capteur, de ce capteur, de ce capteur. Et l'objectif de ce système, c'est de construire, parce qu'on ne peut pas avoir une vue globale de tout le système, une vue globale du haut, par exemple. Alors, on fait un système multi-agent et on peut l'appliquer pour d'autres domaines. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que nous avons une zone qui est divisée en sous-zones, c'est-à-dire une région, par exemple, divisée en zones, et chaque zone en place un agent. Ici, on l'appelle système de résolution distribuée de problèmes. Et chaque agent, il est responsable il reçoit des informations d'un certain nombre de capteurs. Et l'objectif, c'est de construire une cartographie globale de la circulation, du trafic routier. C'est-à-dire qu'on aura à la fin une cartographie globale. Sachant que les capteurs, ils ont des niveaux, des degrés d'erreur. C'est-à-dire que c'est possible qu'un capteur envoie une information erronée ou bien l'information n'arrive pas correcte, même s'il l'envoie juste. Donc, il y a un certain degré d'incertitude dans ces informations-là. Donc, on prend l'ensemble de ces agents, chaque agent, il va construire sa vue, en quelque sorte. Voilà, d'après ce qu'on lui envoie, il va construire une certaine cartographie, une partie de cartographie du trafic routier. Voilà, nous avons tel véhicule, tel véhicule, tel. Celui-là, la même chose, il va envoyer. Donc, l'ensemble des agents communiquent entre eux, donc c'est distribué pour, à la fin, réaliser une cartographie globale du trafic routier. Donc, c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir une vue globale du trafic routier, on peut diviser ce problème en sous-problèmes et chaque sous-problème, nous avons un agent qui est chargé de nous donner une vue partielle de ce problème-là. Et après, il y aura coordination entre l'ensemble pour générer une vue globale. C'est un système multi-agent, finalement, et c'est une coopération intentionnelle parce que cognitif, tout simplement, parce que c'est des agents cognitifs, ça veut dire qu'ils ont des données, etc., ils réfléchissent, ils construisent une certaine cartographie, mais partielle, etc., et après, l'ensemble va regrouper pour avoir une cartographie globale. Ça, c'est un exemple de système qui a été opérationnel. Ça fait quelques années, mais quand même, c'est un système multi-agent qui a donné des résultats pour le trafic, pour le contrôle, la surveillance du trafic routier. La communication réactive, c'est l'exemple, je vous ai donné cet exemple, donc c'est l'exemple des fourmis. C'est une communication qui est réactive, de coopération. Ils coopèrent entre eux finalement, les fourmis, parce que leur objectif, bon, nous avons le nid ici, et nous avons la source de nourriture, food ici. Donc, bon, au début, c'est aléatoire. Donc, par exemple, nous avons une fourmi ici. Bien sûr, ici, c'est un chemin. Ici, c'est un autre chemin. C'est un autre chemin. Bien sûr, ici, ça va être un obstacle, c'est-à-dire un obstacle ici, un autre obstacle ici. Donc, à un moment donné, les fourmis se déplacent aléatoirement, donc elles empruntent ce chemin. Il y a 4 chemins possibles, par exemple, ici. Nous avons celui-là, nous avons celui-là, nous avons celui-là comme ça, et nous avons celui-là comme ça. Voilà, donc 4 chemins possibles. Donc, avec le temps, bien sûr, nous avons dit que chaque fourmi qui atteint la source de nourriture, elle va générer de la phéromone. Et la même chose pour les autres fourmis. Et si elle détecte la phéromone, bien sûr, la phéromone, dans le chemin le plus lent, la caractéristique de la phéromone, c'est qu'elle s'évapore. Donc, elle a un certain temps, mais après, elle s'évapore, elle disparaît, cette substance-là. Donc, finalement, avec le temps, c'est le chemin le plus court, qui sera emprunté par toutes les fourmis. Parce que la phéromone disparaît moins rapidement que les chemins les plus lents. Voilà, parce elle va disparaître ici. Voilà. Donc finalement, c'est ce chemin-là qui va être renforcé le plus par la substance de phéromone. Donc ça, c'est une coopération. Donc ils sont en train de coopérer pour ramener de la nourriture de la source vers le nid. C'est ça leur objectif, les fourmis. Elles ramènent la nourriture vers le nid et chaque fourmi, elle prend une partie. Voilà, comme ça. Et donc, c'est de la coopération réactive.
Ça, c'est l'exemple. Bon, donc ici, oui, oui, réactif, oui. Est-ce qu'elle est centralisée? Ici, est-ce qu'elle est centralisée? Non, ici, c'est l'émergence, c'est ce que je suis en train de parler. Ben, j'ai dit entre deux points. L'émergence, c'est l'émergence d'une certaine organisation ici, hein. Mais la coopération entre eux, elle est réactive. Ce n'est pas une coopération intentionnelle, c'est-à-dire chaque agent lui-même, chaque agent qui est la fourmi, il n'a aucune intention. Il n'a aucune intention, aucune réflexion, il ne génère pas de plan, rien, rien de tout ça. La fourmi ne fait que suivre la phéromone et produire de la phéromone quand elle trouve de la nourriture. C'est ça, elle est guidée par la phéromone et quand elle trouve de la nourriture, la fourmi elle-même, elle va produire aussi de la phéromone. Et donc finalement, elle est en train de renforcer la substance phéromone. Mais pour les chemins les plus lents, cette phéromone, elle va disparaître, elle va s'évaporer. Mais ici, je suis en train de parler du point réactif intentionnel. Vous voyez bien ici, pour cet exemple, notre agent, il n'est pas réactif ici. Regardez, notre agent. Ici, le vert, l'agent, c'est le vert. Hein. L'agent, il n'est pas réactif. Il reçoit de l'information de l'ensemble d'un certain nombre de capteurs. Après, de cette information, il est en train de réfléchir et de générer une cartographie partielle. C'est comme il génère un plan partiel en quelque sorte. Donc il est en train de réfléchir et de générer à travers les informations qu'il reçoit. Donc il n'est pas vraiment réactif. Alors que ici, pour les fourmis, je parle du point réactif, alors que ici, c'est du réactif. Elle trouve de la nourriture, elle produit de la phéromone, elle revient dans son chemin. Et si elle trouve de la phéromone dans son chemin, elle le suit. Elle le suit. C'est ça donc finalement, elle est vraiment réactive comme traitement. Mais à la fin, il y aura émergence d'un comportement intelligent, quand même. C'est-à-dire les comportements réactifs qui étaient simples et presque irréfléchis, c'est-à-dire juste réactifs, hein. Mais ça a donné à la fin un comportement global intelligent. Ils ont emprunté le chemin le plus court finalement. Ici, je parle des agents, bien sûr. Cette histoire de. Les deux, ils sont en train de coopérer, que ce soit pour les fourmis ou bien l'exemple des VMP. Les deux, ils sont en train de coopérer. À part que les agents, ici, ils sont intentionnels, qui veut dire cognitifs, alors que l'autre, non. L'autre, la fourmi, elle n'est pas cognitive, elle est réactive. Voilà. Bien sûr, ici, cet exemple de colonie de fourmis, il est utilisé par la suite pour la recherche du chemin le plus court. C'est-à-dire, donc ici, même si nous avons un réseau de villes, voilà, donc nous avons un certain nombre de villes liées par des routes, comme ça, voilà, et on veut rechercher le chemin le plus court dans cet ensemble de villes, dans ce réseau-là. Donc finalement, c'est un algorithme de colonie de fourmis, d'optimisation colonie de fourmis, et cet algorithme, finalement, après exécution, bien sûr, on choisit le nombre de fourmis qu'on lance, un certain nombre de fourmis qui sont en train de s'exécuter, lancer des fourmis, etc. Et à un moment donné, les chemins les plus lents, la substance phéromone va disparaître et à la fin, on aura le chemin le plus court qui sera emprunté par toutes les fourmis pour ce problème d'optimisation. Bien sûr, rechercher le chemin le plus court qui lie toutes les villes. Avant, on avait un réseau, mais à un moment donné, c'est le chemin le plus court qui est emprunté en exécutant cet algorithme-là. Donc, il y a 3 étapes. Au début, tous les chemins sont exploités, explorer des pistes de phéromones. Le chemin le plus court est plus renforcé en phéromones que les autres et l'évaporation des phéromones permet d'éliminer les moins bonnes solutions. Et, bien sûr, cet algorithme est utilisé dans beaucoup d'applications d'optimisation. Si on veut optimiser un problème donné. Il y a une autre application inspirée aussi des colonies de fourmis. C'est aussi un autre algorithme, mais c'est un algorithme de clustering.
finalement. Il est inspiré du tri du couvain. Un autre algorithme inspiré des colonies de fourmis. Pourquoi? Parce que les fourmis, bon, il y a ça, ben, le processus qu'on a vu avant, c'était le processus de recherche de nourriture. Mais ça, il y a un autre processus qui s'exécute dans les nids des fourmis, dans le couvain. Le couvain des fourmis, c'est le nid des fourmis. À l'intérieur du nid, tout est organisé. Tout est organisé. Et on s'étonne comment les fourmis font pour organiser tout ceci. Elles organisent le nid, ce couvain, le couvain qui veut dire le nid, le chez-soi des fourmis, est constitué par des œufs qui sont dans un endroit bien précis. Les larves sont dans un endroit bien précis, les larves des fourmis, je veux dire. Et les nymphes, donc c'est des niveaux d'évolution des fourmis. Elles sont des œufs. Au début, ce sont des œufs. Elles passent aux larves et après, elles deviennent des nymphes et après, elles deviennent des fourmis adultes. Adultes. Voilà. Donc ici, les fourmis adultes, elles organisent le couvain. Elles l'organisent de façon à avoir les œufs d'un côté, par exemple, ça c'est les œufs, les larves de l'autre côté et les nymphes, les larves d'un côté et c'est organisé. Si on rentre dans le couvain des fourmis, on trouve que c'est organisé. C'est vraiment une organisation. Et on s'étonne, et on s'est inspiré de ceci pour faire du clustering. Pourquoi? Parce que ça, c'est un cluster. Supposons que les œufs, c'est un groupe d'objets similaires. Les larves aussi, c'est un autre groupe d'objets similaires. Les nymphes, c'est aussi un autre groupe d'objets similaires. Voilà. Donc finalement, c'est une mesure de similarité qui est utilisée. Donc finalement, la même chose. On lance un ensemble de fourmis et on exécute un algorithme. Voilà, l'algorithme de clustering inspiré du tri. On l'appelle le tri du couvain. C'est un tri. Mais c'est un algorithme de clustering, de segmentation. On aura des groupes d'informations. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise une certaine mesure de similarité. Voilà. Supposons que nous avons des données. Je vous donne l'exemple du clustering. Nous avons des données un peu dispatchées dans l'environnement, par exemple, comme ça. Voilà. Au début. Voilà. Et j'ai ici comme ça, par exemple. Voilà. Donc, je commence. Je vais mettre que, je ne sais pas, par exemple, un exemple d'algorithme de clustering, c'est que je commence par exemple, des points aléatoires. Je fais comme ça. Je choisis 3 points aléatoires, comme ça. Et après, je vais essayer de faire rapprocher mon point des points les plus proches. Donc, on essaie de faire des distances, de calculer des distances. On essaie de rapprocher notre point de façon à ce que le point, à un moment donné, c'est l'algorithme Cummings. Oui. La même chose pour ce point-là, on essaie d'avancer petit à petit, progressivement, jusqu'à avoir notre point ici. C'est-à-dire, on le fait rapprocher d'un certain nombre de points. La même chose, notre point qui était ici va se rapprocher, et donc finalement, on obtient des clusters. Au début, on a démarré avec 3 points. On a choisi, par exemple, de construire 3 clusters, 3 groupes de données. Donc, on lance nos clusters aléatoirement. Et après, on fait une évolution de notre cluster pour le rapprocher des points les plus proches, pour le rapprocher avec des formules de distance, de calcul de distance. C'est-à-dire, au lieu, par exemple, ici, je calcule la distance, au lieu de le rapprocher de ce point-là, non, je le rapproche de ce point, etc. Donc, l'algorithme avec son détail, etc. À la fin, après un certain nombre d'itérations, on obtient que ce point-là, il est proche de ce groupe-là. Ce point-là, il est proche de ce groupe-là, et ce point-là est proche de ce groupe-là. Finalement, on obtient 3 clusters représentés par leurs points. C'est du clustering. La même chose ici, cet algorithme-là qui est inspiré des fourmis, qui est le tri du couvain, c'est du clustering qu'on est en train de faire. C'est-à-dire nous avons un tas d'objets, et après, la fourmi, elle va transporter l'objet, elle va prendre un objet, par exemple, elle va prendre un œuf, et après, elle va se déplacer dans l'environnement, et après, elle va calculer. Elle trouve, par exemple, des larves.
des larves, la similarité entre un œuf et la larve, elle est grande, donc elle ne va pas le poser. Elle va se déplacer encore un peu, et quand elle trouve que la distance entre si elle a pris un œuf est la même que l'ensemble des objets qu'elle a trouvés ici, elle le dépose. Si vous déroulez cet algorithme, c'est ça, finalement, le principe. C'est-à-dire, finalement, elle dépose l'objet, elle prend un objet, on lance des fourmis comme ça, les fourmis, on les lance aléatoirement comme ça, aléatoirement, et après, aussi, nous avons des objets qui sont déposés aléatoirement aussi, des objets, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à prendre la fourmi, supposons que ça, c'est des fourmis, elle va se déplacer, elle se déplace, elle se déplace, voilà. Donc, elle trouve un objet, elle le prend, voilà. Et après, elle se déplace avec cet objet. Une fois qu'elle rencontre un objet, elle va calculer la similarité. Si elle trouve que cet objet est similaire à celui-là, elle le dépose. Et elle continue son chemin pour aller chercher d'autres objets. À la fin, après un certain nombre d'itérations, finalement, tous les objets sont regroupés par cluster, similaire, par similarité. C'est clair pour cette... on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour vous donner le principe. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, donc finalement, le clustering aussi est inspiré des colonies de fourmis. L'algorithme du clustering dans l'intelligence artificielle, inspiré de ceci, du tri du couvain. On revient vers la planification maintenant. Alors, pour la planification, il nous reste combien de séances? Sinon, on ajoute, hein, à peu près. Vous avez compté? Ah, combien? À peu près. Deux, deux séances. Une séance, ça va être pour t'aider, parce qu'il y a le chapitre 4, mais le chapitre 4 n'est pas très très long, donc voilà, on va essayer. Mais si vous acceptez, si on ajoute une séance, hein, les prochains jours. La semaine prochaine. La faire ou ne pas la faire? C'est-à-dire, on fait samedi et après on fait un autre jour, là, comment faire? Par exemple, samedi et. Pardon. Oui. Ok, 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 on va s'entendre par la suite. On continue. Je reviens vers la planification. Alors, pour la planification, nous avons dit qu'elle peut être distribuée ou bien centralisée. Alors, pour la distribuer, pour vous résumer, la centralisée, je reviens vers la centralisée. La centralisée, c'est quoi? C'est que nous avons un agent ici, central, qui va faire le plan, pardon, qui va faire le plan, donc il va faire la planification et il va faire la coordination. C'est-à-dire qu'il génère un plan global et après, il va envoyer une partie de plan pour celui-là pour l'exécuter, une autre partie de plan pour celui-là, bien sûr en coordonnant. En coordonnant. Voilà. Et une partie de. Donc finalement, nous avons un planificateur et plusieurs exécutants, c'est-à-dire les agents qui exécutent les plans. Donc ça, c'est un type de planification. Maintenant, pour la planification distribuée, nous avons deux cas. Donc, soit nous avons un agent, voilà, nous avons plusieurs planificateurs, donc celui-là, il planifie selon le but A. Celui-là, il a un but B, donc il fait un plan pour réaliser son but B. Celui-là, il fait un plan pour réaliser ce but. Et après, l'agent central, il ne va que coordonner. Donc finalement, nous avons plusieurs planificateurs et un seul exécutant, c'est celui-là. Donc il va coordonner entre l'ensemble des agents pour exécuter le plan. C'est clair pour ce deuxième exemple? Je répète. Je reviens vers l'exemple le premier. La centralisée, nous avons un planificateur et plusieurs exécutants. Qui veut dire, celui-là, il va faire le plan, et il va coordonner les différents. Non, il va faire un plan global, je veux dire. Après, il va donner des parties de ce plan à l'agent 1, une partie du plan à l'agent 2. Mais les parties, comment il les fait? Il va faire une certaine coordination entre les différents sous-plans, en quelque sorte. Mais ces agents-là, ils vont exécuter seulement. C'est des exécutants.
Donc, nous avons un planificateur et plusieurs exécutants. Il va leur envoyer la partie de plan, bien sûr, pour lesquels ils sont destinés. Ils exécutent leur plan, et pas c'est tout. Ça, c'est centralisé. Maintenant, si on revient vers la distribuée, non. C'est-à-dire la planification, elle est distribuée, ça veut dire que chaque agent, nous avons ici un agent, il a un but A. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer un plan pour réaliser son but A. Le deuxième agent, il a un but B, il va réaliser, il va planifier, il va générer un plan pour réaliser son but B. Et la même chose pour l'agent 3. Il a un but C, donc il va générer un plan pour réaliser son but C. Son but C, voilà. Et nous avons un agent ici, voilà, qui va recevoir les plans de chacun. Il va recevoir ce qui est en rouge, il va recevoir les plans de chacun et il va faire la coordination entre ces différents plans et l'exécuter. Donc, nous avons plusieurs planificateurs, c'est ceux-là, c'est l'agent 1, 2, 3, et un seul exécutant, qui est celui-là, le bleu. C'est clair? Voilà. Le troisième cas, pourquoi on l'appelle distribué? Parce que nous avons plusieurs agents qui sont en train de générer de la planification. Ce n'est pas comme ici. Ici, c'est celui-là qui a fait le plan. Ceux-là ne sont en train que d'exécuter ces plans-là. La même chose ici. Celui-là, il a un plan, un but D, il génère son plan. Celui-là, il a un but A, il génère son plan. Celui-là, il a un but B, il génère son plan. Et la même chose. Et après, ils font une certaine communication entre eux pour coordonner ces plans-là et les exécuter. Donc, et les exécuter. Chacun, il va exécuter. Donc, finalement, nous avons plusieurs planificateurs et plusieurs exécutants. C'est clair? Voilà, donc c'est différentes organisations concernant la planification. Soit c'est un seul qui planifie et il envoie les sous-plans aux agents, soit c'est tout le monde qui est en train de planifier selon son but, c'est des sous-buts, et après ils coordonnent entre eux. Il y a un troisième qui coordonne et qui exécute, ou bien c'est tout le monde qui, chacun d'eux, il est en train de planifier, et par la suite, ils négocient entre eux pour s'échanger les sous-plans, etc., pour donner une exécution finale cohérente et synchronisée. Donc, plusieurs planificateurs, plusieurs exécutants. Et bien sûr, chaque type de planification, ça a son distribué bien sûr ou centralisé, ça a ses avantages et ses inconvénients. Alors pour la centralisée, la planification centralisée peut coûter cher. Pourquoi? Parce que si l'agent superviseur est défaillant, donc si celui-là tombe en panne, supposons que ça c'est un robot ou même un logiciel, peu importe. S'il tombe en panne, c'est tout le système qui va s'arrêter. Donc c'est un problème. L'exemple ici, le robot dans une usine. Donc il y a un robot qui génère un plan, après il donne les tâches à d'autres robots, etc. Pour la planification distribuée, son problème, c'est qu'elle est onéreuse en communication, trop de communication. Donc, elle prend de la bande passante. Ce n'est pas comme ici. Ici, j'efface tout ceci parce que ça devient aussi supprimé. Voilà. Ici, il y a juste celui-là qu'il est en train de planifier, de générer un plan. Après, il envoie le plan et celui-là, il va exécuter. Il n'y a plus d'échange. Alors qu'ici, il y a quand même des échanges parce que celui-là, il va leur demander de faire des plans pour leur sous-but, celui-là, il va recevoir. Donc, il y a plus d'échanges. Alors, ici, il y a encore plus d'échanges. Donc, finalement, elle est onéreuse en communication. C'est-à-dire, elle demande beaucoup de communication entre les agents et ça peut créer un problème de bande passante par là, de saturation de bande passante. C'est clair? Voilà. Bon, ça, c'est un exemple que j'ai pris, vous pouvez le trouver. Donc, je ne sais pas moi qui a fait ce slide, mais c'est un slide que j'ai pris d'ici. Voilà. Voilà, c'est un ensemble de celles qui a été fait par celui-là, mais ça reflète ce que je suis en train de dire concernant la planification centralisée pour les plans distribués. Donc, nous avons ici, alors, nous avons deux agents. Regardez, nous avons agent 1, agent 2, agent 1, agent 2. Alors, la planification centralisée, nous avons besoin de quoi? D'après ce que j'ai dit, la centralisée. Nous avons besoin de quoi? Travailler.
supervision. Voilà. Donc, non, qui va planifier. Donc, nous avons besoin quelque part d'un agent central qui va planifier. Donc, il va générer un plan. Il génère son plan. Et après, il va donner les sous-plans à chaque agent. Voilà. C'est ce qu'il est en train de faire. Et celui-là, il va exécuter seulement. Supposons que dans le monde des cubes, nous avons un état initial ici et nous avons un état final ici. Donc, par exemple, celui-là, il va construire le sous-plan. Non, je veux dire le plan global. Bien sûr, bon, l'exemple, ce qu'on a fait, c'est le plan partiellement ordonné. Donc, puisque nous avons un ensemble, ici, nous avons un ensemble de buts finaux, un état initial défini par un ensemble de prédicats. Donc, normalement, on va écrire on BC à la fin. Regardez ici. On BA, je veux dire. On BA, ensuite on FD, on AE, etc. L'état final, et ici, l'état initial. Et après, on fait les relations de causalité et d'ordre. C'est clair? Je ne vais pas le refaire, mais c'est pour vous dire que nous avons un état final avec un ensemble de prédicats et un état initial avec cet ensemble de prédicats, celui-là. Donc, cet ensemble, on va le mettre ici. Et cet ensemble, on va le mettre ici. Et après, on va générer le plan. Les actions qu'on a, c'est ça. C'est move BXY et move to table BX. Ça, c'est un exemple. Hein. Donc, move BXY, les préconditions de cette action-là, c'est qu'on BX, clear B et clear Y. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce qu'il va faire, cette action? Elle va prendre l'objet B, le bloc B, elle va le prendre de 2X, parce qu'il est sur X, et elle va le mettre to Y, sur Y. Ça, c'est move BXY. Et move to table BX, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre le bloc B et elle va le mettre sur la table. Voilà, sur table. T pour dire table. Hein. Voilà. Donc, bien sûr, le bloc qui est sur X, sur un autre bloc X. Donc, c'est deux actions qui sont définies à l'avance. Et nous avons un état initial et nous avons un état final. Donc, cet agent-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer un plan partiellement ordonné pour l'ensemble, pour tout ça. Et une fois qu'il génère le plan, il obtient finalement, le plan c'est quoi? C'est un ensemble de relations de causalité et un ensemble de relations d'ordre. Vous êtes d'accord? Oui? Voilà. Donc on va avancer directement. Donc il fait son plan. Bon, ici c'est à l'inverse. C'est écrit à l'inverse, mais normalement, on BA qui est un sous-but, d'habitude on le fait en bas. Hein. C'est pour vous dire. C'est-à-dire on BA, ça va demander l'action move BTA, T pour dire table. Hein. Et cette action-là, ça demande telle précondition. C'est inversé. Vous l'inversez dans votre. C'est-à-dire et la même chose pour ce sous-but. Donc nous avons tout ça, c'est un plan partiellement ordonné. Et les S1, S2, etc., jusqu'à S, je vais vous dire, c'est les actions, les différentes actions. Et l'ordre entre les actions qui va donner notre plan partiellement ordonné. Donc, le plan qu'on va obtenir, c'est celui-là. Voilà. Donc, les SI, voilà. Les S1, c'est move BTA. Le S2, c'est-à-dire les actions. Hein. Pour dire state et aussi action. Hein. Move A, B, E, move to table, etc. Donc, nous avons un certain nombre d'actions. Et nous avons les relations de causalité ici. Nous avons S2 inférieur à S1, relation entre S2 et S1, S3 inférieur à S4, pour dire qu'il y a un lien de causalité entre S3 et S4. Et je vous ai dit que les relations de causalité, ce sont aussi d'ordre. Hein. C'est-à-dire les relations de causalité spécialement, si je fais un lien causal entre une action et une autre, ça veut dire que c'est aussi un ordre hein, entre une action et une autre. Donc, c'est là la même chose. Donc, nous avons les relations de causalité. Nous avons S2 qui menace S3, puisqu'il la menace. Nous avons dit c'est quoi une menace, on l'a déjà expliqué. Donc, on va mettre S3 avant S2. Et nous avons l'action S4, elle menace S5, donc on va mettre S5 avant S4, tout simplement. Et on obtient finalement le plan partiellement ordonné global qui est celui-là. Donc S2 inférieur à S3, inférieur à S2, inférieur à S1, S6 inférieur à S5, inférieur à S4, tout ça, c'est résumé avec ceci. Et S3 inférieur à S4. Tout ça, c'est le plan partiellement ordonné finalement.
entre l'ensemble des actions. S3, c'est les actions. C'est S1, S2, etc. Donc, finalement, nous avons notre plan partiellement ordonné global. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'agent central, il va décomposer le plan en sous-plans. Minimiser les relations de cross-plan, c'est-à-dire minimiser les problèmes de synchronisation, etc. Et ensuite, insérer des synchros, parce que c'est une planification multi-agent. Donc, il va insérer des synchronisations dans le cas où nous avons des problèmes de menace, threat. Par exemple, donc l'agent central, il va générer ce plan-là, sous-plan 1, c'est S3, S2, S1. Le deuxième sous-plan, c'est S2, S5, S4, et on doit avoir S3 inférieur à S4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que nous avons ceci aussi. Nous avons ceci. La relation de S3 inférieur à S4, c'est une relation de causalité. L'essentiel. Alors, il va affecter à agent 1, S3, le premier sous-plan, celui-là, et à l'agent 2, le deuxième sous-plan, et il va ajouter pour que S3 soit inférieur à S4, il va ajouter une synchronisation. Et cette synchronisation, c'est quoi? C'est tout simplement, il va lui dire, voilà, send, il va lui envoyer un message pour dire clear F. Donc, vous devez, c'est-à-dire pour l'autre agent, il doit attendre clear F. C'est clair? Donc, le deuxième agent, il exécute librement. Il est libre. S6, S5, parce qu'il n'y a aucune relation de synchronisation. Mais à un moment donné, pour exécuter S4, parce qu'il y a un problème au niveau de S4, parce que pour exécuter S4, qui est move FTD, on doit avoir clear F. On doit avoir clear F. Donc, celui-là, il doit attendre le clear F qui va provenir de agent 1. Donc, il va lui dire, voilà, send clear. Donc, le F est clear, c'est-à-dire il est libre, il n'y a rien au-dessus de F. Donc, il continue son exécution. Et il va exécuter l'action S4. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Voilà. C'est juste, c'est-à-dire nous avons un agent central. Il fait un plan partiellement ordonné global pour tout le problème, de l'état initial vers l'état final. Donc, on a fait ça. Maintenant, pour diviser le plan, il va décider de dire, voilà, je vais donner cette partie-là à l'agent 1. Je vais donner cette partie-là à l'agent 2. Mais j'ai une condition en plus qui est une relation de causalité ou d'ordre, peu importe. L'essentiel, il faut que S3 soit avant S4. Alors, je vais faire normalement S3, puisque l'agent 1, par exemple, il va commencer par S3. Je vais faire S3, mais à un moment donné, pour S4, il faut que le F soit clear. Donc, je dois ajouter une relation de synchronisation entre entre l'agent 1 et l'agent 2, de façon à ce que donc il va exécuter normalement S6, S5, hein? Donc il commence à n'importe quel moment, mais l'essentiel, quand il va arriver à S4, il faut qu'il ait le clear F. Donc pour le clear F, l'agent 1, une fois qu'il termine S3, donc il va envoyer son message clear F à l'agent pour qu'il termine son exécution librement. Donc, ajouter des liens de synchronisation pour ne pas avoir une exécution de plans incohérente. C'est clair? Oui? Oui? Oui, c'est-à-dire le problème, il se pose ici pour la synchrone. Le problème, il se pose ici. Parce que, supposons que l'agent 1, il va faire S3, après il va passer à S2. Peut-être S2, ça ne va pas donner, ou bien S1, ça ne va pas donner le F à clear. Ça va rendre le F non clear. Et donc, finalement, ça crée un problème pour l'exécution de celui-là. Parce que S4, on doit avoir le F clear. Donc, s'il y a un problème de synchronisation, bien sûr, il y a tout un algorithme de construction. Hein.
Je ne suis pas allée dans le détail de l'algorithme de construction des synchronisations, de création, mais pour vous donner une idée seulement, qu'on doit avoir des messages de synchronisation pour ne pas retomber dans le problème des menaces par la suite, si on divise le plan entre deux agents. Oui, en avance. Donc, pour la négociation, nous avons dit que c'est dans un contexte, généralement, dans un contexte coopératif, compétitif, donc c'est-à-dire non coopératif. Quand on dit compétitif, ça veut dire qu'il y a une certaine compétition, une certaine concurrence entre les agents. Mais on peut l'utiliser aussi dans un contexte négocié, mais pour coopérer par la suite, je veux dire. Donc la négociation, quand on négocie, c'est pour résoudre des conflits. Pourquoi on négocie? Parce qu'il y a des conflits qui sont créés par les agents. Quand il y a des agents compétitifs, automatiquement, il y a un conflit d'accès à quelque chose. Donc, puisqu'il y a des agents, un problème de conflit, on négocie pour résoudre ces conflits et aboutir à une situation de compromis, en quelque sorte. Voilà. L'objectif, c'est de résoudre le conflit pour arriver à une situation de compromis. Et bien sûr, on peut l'utiliser aussi dans la résolution coopérative de problèmes distribués. Donc, on peut l'utiliser dans un contexte coopératif, hein, la négociation. Donc, les agents non coopératifs, qui veut dire compétitifs, font seuls leur choix sans consulter les autres agents parce qu'ils sont compétitifs. Nous avons dit quand il y a, comme pour les investisseurs, il y a une certaine compétition et ils n'échangent pas d'informations entre eux. Donc, chacun, il a ses buts, il veut réaliser les profits, il veut minimiser les pertes. Il a ses buts au classe individuels. Donc, pour satisfaire leurs propres buts, par maximisation d'une fonction d'utilité, c'est-à-dire leur profit. Et les agents coopératifs négocient dans le but de maximiser la satisfaction globale. C'est-à-dire ils sont en train de négocier, mais pour améliorer la coopération et que tout le monde soit satisfait du résultat parce qu'ils ont un but commun. L'exemple de la coopération, du contexte non coopératif, c'est-à-dire compétitif, on peut avoir la compétition dans le cadre des enchères. Les enchères, c'est un cadre compétitif. Et on peut avoir l'organisation par coalition. Non, ici, pardon. Hein. Ah, pardon. Ici, l'organisation coalition, ça peut être dans un contexte coopératif. Hein. Coopératif. Comme ça peut être dans un cadre non compétitif. Les coalitions, on peut créer des coalitions, spécialement pour les coalitions. On peut créer des coalitions pour coopérer dans un but global, comme on peut faire de la coalition dans un cadre compétitif. La coalition, particulièrement, elle peut être utilisée dans deux contextes différents, soit compétitif, soit coopératif. C'est à la fin, c'est pour aboutir à une coopération globale, soit pour c'est compétitif. Il y a une compétition, une concurrence entre l'ensemble des groupes. Bien sûr, si on négocie, on a besoin d'un protocole, on a besoin d'un langage de communication entre les agents, etc. Nous avons des détails d'implémentation. C'est-à-dire, si je veux réaliser de la négociation entre agents, je dois avoir un langage de communication. Par exemple, pour Jade, par exemple, le FIPA ACL, par exemple, un langage de communication. Et on doit avoir aussi un protocole de négociation. Le protocole c'est l'ordre des performatives, c'est-à-dire par exemple négociation, par exemple informer ou bien faire une offre, après donner, propose, c'est-à-dire l'ensemble des performatifs. Quel est l'ordre d'envoi entre ces performatifs? Quel est l'ordre qu'on suit? Donc les relations entre les performatifs de la négociation ou des actions de la négociation, on appelle, ce n'est pas des actions, c'est des performatifs, c'est-à-dire des verbes de proposition, etc., au niveau de la négociation. Qu'est-ce qu'on est en train de négocier? Et je lui dis, je vous informe de telle chose, ou bien je vous propose telle chose, ou là, je refuse telle chose. Donc, c'est des verbes, disons, comment on appelle ça? C'est des actions, c'est des procédures. Donc, c'est des performatifs
qui nous permet, mais il y a un certain ordre entre ces performatifs. Par exemple, celui-là, c'est une certaine organisation entre l'envoi des performatifs, des messages. Parce qu'un message, je vous explique. Un message, l'exemple, le FIBA-ACR, nous avons la performative au début, c'est-à-dire le type du message en quelque sorte. Et après, nous avons le contenu du message. Par exemple, il lui dit, je vous propose, donc c'est une proposition. Après, qu'est-ce qu'il lui propose? Le texte, le contenu ou bien, je vous informe, c'est juste une information, c'est pas une proposition. Parce que proposer, ça veut dire que j'attends une réponse, votre acceptation. Ou là. Je vous informe, donc informe, c'est une autre performative. Avec qu'est-ce que je vais vous informer? Je vous informe de ça. Il y a un certain contenu. Je refuse. Donc, c'est un autre message fait, la performative refus. I refuse. Will I accept. Voilà. Alors, le protocole, c'est quoi? C'est l'ordre d'échange entre les performatifs. On ne peut pas envoyer un refus, on ne peut pas envoyer si on n'a pas reçu de proposition. Je ne peux pas envoyer un message. Je refuse. Qu'est-ce que vous refusez? Par exemple, c'est pour vous donner, c'est quoi cette histoire de protocole? C'est-à-dire, il y a un certain ordre. C'est-à-dire, si je propose automatiquement, soit j'attends une acceptation, soit j'attends un refus. Par exemple, si je vous informe, je n'attends rien. Si je vous informe de quelque chose qui est en train de passer, je n'attends aucune réponse de vous. Je vous informe. C'est tout. Donc, c'est ça le protocole finalement. Le protocole, c'est comment organiser l'ensemble des performatifs, l'ordre d'envoi des performatifs lors d'une négociation. Et bien sûr, dans une négociation, nous avons un processus de décision. C'est-à-dire, il décide selon quel processus. C'est-à-dire, quand il reçoit quelque chose, il reçoit une offre, il a à l'intérieur un processus de décision. C'est-à-dire, il va faire si je reçois tel prix inférieur à tel, alors je refuse. Si je fais ça, alors je fais ça. L'essentiel, c'est que nous avons un traitement de prise de décision à l'intérieur de l'agent. Négociation. Lors de la négociation. Donc, pour négocier, je dois préciser le langage avec lequel les agents négocient, échangent leur communication. Je dois préciser quel est le protocole que je dois suivre dans cette négociation. Il ne faut pas que ce soit une négociation anarchique comme ça, mais il faut que ce soit selon un protocole donné. Et comme pour les protocoles, quand on reçoit les ministres, etc., on reçoit les présidents, etc., il y a des protocoles à suivre. C'est la même chose. Entre agents, je dois préciser le protocole d'échange entre l'ensemble des agents. Et bien sûr, pour chaque agent, il a son processus de décision. S'il reçoit une proposition, selon son processus de décision, selon les contraintes, les données qu'il a, il décide de refuser ou bien d'accepter. Voilà, donc il a un processus de décision. Et bien sûr, le protocole maintenant, il peut être un à un, c'est un protocole entre deux, un acheteur et un vendeur, comme exemple. Protocole 1 à plusieurs, par exemple, nous avons plusieurs vendeurs, mais un seul acheteur. Plusieurs à plusieurs vendeurs, plusieurs acheteurs. C'est un exemple, hein, l'histoire d'acheteurs. Mais c'est pour vous donner une idée qu'on peut avoir un protocole juste entre deux agents, ou bien entre un agent et d'autres, un ensemble, ou bien plusieurs, etc. Maintenant, pour la négociation, nous avons dit que la négociation, si on va dans les sous-types de la négociation, nous avons dit que nous avons une négociation compétitive. Vous me dites quand c'est l'heure, hein. Donc, nous avons négociation compétitive, c'est vraiment, on est dans un contexte compétitif. L'exemple, c'est les enchères. Les enchères, on peut utiliser la théorie des jeux dans ce cas. Il y a des jeux spécialement pour les enchères. C'est-à-dire, je fais mes calculs, si je fais telle offre, qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais perdre, etc. Et je calcule et je décide par la suite en utilisant la théorie. Donc, théorie des jeux, c'est une théorie qui permet de réfléchir. Donc, quand on est, par exemple, dans un contexte d'enchère, ça nous permet de faire, d'avoir un processus de décision finalement. Alors, négociation coopérative, par exemple, c'est quand on fait de l'allocation des tâches. Allocation, c'est l'exemple que je vous ai donné. Par exemple, nous avons un agent qui fait des propositions d'offres, un appel d'offres, et après, il reçoit les soumissions d'offres, et après, il décide à quel agent il va affecter la tâche. Le protocole le plus connu, c'est le protocole ContractNet qui a été
élaborés pour réaliser ce type de négociation. Et il y a aussi la négociation organisationnelle, nous avons dit, la formation de coalitions, des alliances. Donc ça, c'est quand on rentre dans la négociation, on peut trouver différentes applications, différents types, etc. Alors pour les enchères, la négociation compétitive, les enchères, nous avons, c'est-à-dire, c'est quoi le problème des enchères? C'est quelle est la meilleure stratégie pour un acheteur? Et quel est le protocole qui assure le plus grand bénéfice au vendeur? C'est-à-dire le vendeur, il veut vendre, quand on est dans un contexte d'enchère, le vendeur, il veut vendre un objet, donc il va réfléchir à un protocole, il va faire comme une loi, un règlement de déroulement de la vente aux enchères. Il va faire un règlement qui lui assure le plus de bénéfices, c'est-à-dire il ne sera pas perdant. Et la même chose pour l'acheteur, c'est-à-dire s'il a devant lui le protocole proposé par le vendeur, il va réfléchir comment réaliser le meilleur cas. Alors, pour ce type, pour les enchères, nous avons il y a plusieurs types d'enchères. Mais par exemple, les plus connus sont l'enchère de Vicré, c'est une enchère, et il y a aussi l'enchère anglaise. Alors, pour l'enchère de Vicré, la stratégie dominante pour un agent à valeur privée, ça veut dire que chacun, il propose en privé, ce n'est pas public, ce qu'il propose, ce qu'il offre, et d'offrir sa vraie valeur. Et en enchère anglaise, la meilleure stratégie est de rajouter la plus petite somme possible et s'arrêter quand le prix dépasse sa valeur. Donc, c'est des stratégies qu'on suit pour faire son achat. Donc, on va aller vers l'exemple pour vous expliquer l'enchère de Vicré. Alors, pour l'enchère de Vicré, qu'est-ce qui se passe? Nous avons, les agents proposent une offre privée, c'est-à-dire que, par exemple, l'acheteur 1, supposons que nous avons un produit à acheter. Voilà, ça c'est le produit. Et nous avons différents acheteurs. Chaque acheteur, il va proposer une offre, c'est-à-dire un prix avec lequel, bien sûr, schématisé comme ça, pour dire que c'est privé. Ça veut dire que les autres, ils ne savent pas ce que l'agent 1 a proposé comme prix. Donc, c'est confidentiel en quelque sorte. L'acheteur 2, il va proposer. Et le troisième, il va proposer. Mais celui qui vend, il va leur donner un règlement. Il va leur dire, voilà, quand vous proposez vos offres, vous dites par exemple, moi j'achète à tel prix. L'autre, il va proposer un autre prix et l'autre va proposer un autre prix. Il va leur dire, le vendeur, il va faire un protocole d'enchère, de Vicré, voilà, on l'appelle comme ça. C'est quoi? C'est que je vous vends le produit que vous êtes en train de chercher à acheter, mais à la deuxième meilleure offre. Il leur dit ceci seulement. C'est ça le règlement finalement. Donc finalement, le premier, supposant qu'il a fait une offre de 100 dinars, 100 euros, 100 dollars, peu importe. Le deuxième, il a fait une offre de 80 et le troisième, il a fait une offre de 85. Finalement, qui c'est qui va acheter le produit? C'est une enchère. Donc, c'est un seul qui va acheter ce produit-là. Qui c'est qui va gagner? L'acheteur, hein, parce qu'il a proposé la plus grande offre. Mais il va l'acheter à quel prix? La deuxième meilleure, c'est 85. Donc, il va l'acheter avec 85. Voilà. C'est le règlement du vendeur. C'est ce qu'on appelle l'enchère de Vicré. Alors, pourquoi ce règlement? Qu'est-ce que ça va créer qu'est-ce que ça va créer dans ce système finalement? C'est un système multi-agent parce que nous avons plusieurs acheteurs et un seul vendeur. Voilà. Et il a donné son règlement. Qu'est-ce que ça va inciter les agents à faire, les agents acheteurs? D'après vous, hein, si on leur donne ce règlement comme ça, comment vont-ils procéder? Comment vont-ils réfléchir alors, alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça, d'après vous? Est-ce que ça incite les acheteurs à mettre des sommes très grandes? Euh, Pas forcément. Ça n'incite pas les agents à proposer une très grande offre. Au contraire, au contraire.
Regardez ici, l'exemple. Hein, on va donner un exemple. Hein. Regardez. Supposons que nous avons un exemple d'achat d'une fausse émeraude. Donc, c'est une émeraude qui est fausse. Ça veut dire que finalement, son prix ne doit pas dépasser, son vrai prix, c'est 1000 euros. Et nous avons un acheteur I. Un acheteur I. L'un des acheteurs, comment il est en train de raisonner? Donc, il va dire, voilà, je pense que cette émeraude, sa vraie valeur, c'est 1000 euros. Voilà. Et il va se dire, voilà, j'ai deux stratégies devant moi. Est-ce que je propose 900 euros ou bien 1000 euros? C'est-à-dire la vraie valeur. Alors, il a deux stratégies seulement. La stratégie A qui est de proposer 900 euros et la stratégie B de proposer 1000 euros qui est la vraie valeur. Alors, il a trois cas possibles devant lui. Comment il est en train de réfléchir. Premier cas, la deuxième offre, après la mienne, que ça soit 1000 ou bien 900, parce que son offre, soit c'est la stratégie A, soit c'est la stratégie B. Donc, soit 900, soit 1000. Donc, il va dire, la deuxième après moi, c'est 80 euros, que ça soit 900 ou 1000. Dans ce cas-là, j'obtiens l'émeraude à ce prix suivant le système de Vicré. Donc, il va obtenir l'émeraude à 800 euros. Maintenant, le deuxième cas. La deuxième offre est de 950 euros. Alors, si je fais la stratégie A, la deuxième offre, c'est 950. Hein. Si je fais la stratégie A qui est 900, automatiquement, je perds l'objet parce que lui, il a fait 900 alors que la deuxième offre, c'est 950. Donc, automatiquement, il va perdre l'objet. Il ne va pas l'acheter. En stratégie B, maintenant, si je choisis la stratégie B qui est 1000 euros, j'obtiens l'objet à 950. La deuxième offre. C'est clair pour ce deuxième cas? Voilà. Maintenant, le troisième cas, supposons qu'il y a une offre plus que 1000 euros, donc plus que la valeur, le juste prix de l'émeraude. Dans les deux stratégies, que ce soit A ou B, je perds l'objet. Finalement, parce qu'il y a une offre plus que 1000. Il y a une offre supérieure à 1000 euros. Oui, il perd l'objet. Voilà. Et donc, finalement, il ne va pas l'acheter parce qu'il y a plus que 1000. Lui, il n'a que deux stratégies, soit 1000, soit 900. Donc, automatiquement, celui qui a proposé plus de 1000, c'est lui qui va gagner le marché. Et donc, finalement, d'après ces trois raisonnements, ces trois cas, finalement, quelle est la stratégie qui est la plus rentable ou la plus avantageuse pour notre agent? Acheteur I. Bien sûr, ici, que la stratégie A, je ne l'ai pas écrit. Hein. Donc, finalement, c'est la stratégie B qui est la plus avantageuse. S'il réfléchit en cas, c'est-à-dire il prend le premier cas, il prend le deuxième cas, il prend le troisième cas, finalement, il obtient l'objet, c'est la stratégie B qui va lui assurer c'est-à-dire d'avoir le marché, plus de chances d'avoir le marché, d'avoir cette émeraude. Et donc, finalement, la conclusion concernant ce règlement, qui a été proposé par le vendeur, le système Vicré, conduit les acteurs finalement, à contraire à ce que vous avez dit, c'est de proposer leur juste prix, de ne pas s'éloigner pour avoir plus de chances de... Parce que pourquoi? Parce que les autres agents acheteurs aussi, ils ont en tête que la valeur du juste prix, c'est à peu près 1000. C'est à peu près 1000. Donc, ils vont réfléchir. Donc, finalement, ça incite pour le vendeur, hein, je parle du vent, ça incite les acheteurs à ne pas donner des prix comme ça exorbitants, des prix qui dépassent la valeur de l'émeraude, de l'objet. C'est clair? C'est un type de négociation. C'est un type de négociation des enchères. Donc, il y a de la compétition. Il y a de la compétition entre les agents. Il n'y a pas d'échange entre les agents parce que c'est des propositions, c'est des offres privées. Chacun mais il doit réfléchir, doit faire un certain raisonnement de façon à ce qu'il soit gagnant, Donc, c'est de la négociation.
L'autre type de négociation, c'est la négociation coopérative. Donc là, c'est de l'allocation des tâches. C'est-à-dire, bien sûr, pour l'allocation des tâches, elle est inspirée du système des marchés. C'est-à-dire, nous avons l'annonce de la tâche. Donc, nous avons un agent gestionnaire. Il va annoncer une tâche à réaliser pour un ensemble d'agents. On appelle ça des contractants. Alors, les contractants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont proposer leur offre. L'un propose son offre, le deuxième propose son offre, le troisième son offre. Après, celui-là, il va allouer la tâche vers le gagnant, celui qui l'intéresse. Je ne sais pas, il lui dit, je vais vous faire la tâche avec tel prix. Je vais vous faire la tâche avec tel prix. Je vais vous faire. Donc, il va gagner, il va choisir par exemple le minimum. Ou bien, je vous fais la tâche avec telle qualité. Je vous fais la tâche avec telle qualité, donc il va choisir la meilleure qualité. Ou bien il va réfléchir, il va faire une certaine réflexion sur, voilà, s'il y a plusieurs critères, il va faire une analyse multicritère et choisit la meilleure offre et propose la tâche, ou affecte ou alloue la tâche au gagnant. Donc ça, c'est un autre protocole de coopération entre un ensemble d'agents. C'est clair? Oui, voilà. La négociation organisationnelle, je vous ai dit que le contexte des alliances, c'est de la compétition, en même temps, c'est de la coopération. C'est-à-dire, on peut l'avoir dans tout ce qui est coalition, je parle de coalition. Je peux l'avoir dans différents contextes. Ici, c'est un contexte de coopération, compétition, compétition en quelque sorte. Ici, par exemple, nous avons un client compétition, coopération. Pourquoi? Parce que nous avons ici un client qui demande, par exemple, de faire un tirage. Supposons Air Algérie, par exemple, Air Algérie, elle va demander un atelier d'impression. Ça, c'est un atelier d'impression pour l'impression. Par exemple, leur demande de l'impression, par exemple, les billets, tout ce qui est l'impression, tout ce qui est objet d'impression, emballage, peu importe, mais en grande quantité. Et cet atelier-là, il va trouver qu'il ne peut pas faire, surtout par exemple si on lui donne des délais. Il lui dit, voilà, j'ai besoin de 10 000 je ne sais pas. Bon, pour le moment, actuellement, les billets se font automatiquement, mais avant, il y avait toute une histoire. Je demande 10 000 documents, 10 000 documents, 10 000 prospectus, par exemple, concernant pour ma société. Voilà. Celui-là, il ne peut pas imprimer les 10 000 dans 2 jours maximum. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réfléchir à sous-traiter en quelque sorte avec d'autres ateliers d'impression. Donc, ça, c'est un autre print shop B. Print shop, donc, c'est des ateliers d'impression. Donc, il va proposer à travers, bien sûr, un système multi-agent ici. Nous avons des agents ici, un agent ici, un agent ici et un agent ici. Donc, et bien sûr, il y a un protocole de négociation entre les agents, etc. Donc, il va proposer les prix, la qualité, etc. Donc, le prix, etc. La qualité, la couleur, avec un meilleur prix, etc. Donc, il va proposer pour l'ensemble des ateliers d'impression. Je ne sais pas pourquoi cette souris. Alors, il va proposer le marché pour un ensemble d'ateliers, ça peut être plusieurs. Hein. Ici, c'est un exemple de 2, mais ça peut être plusieurs. Donc, il y aura un protocole de négociation. Il leur propose quelque chose, les autres, ils vont accepter, ils vont refuser, peut-être ils vont donner leurs conditions. C'est possible. C'est-à-dire, si on l'ouvre pour une vraie négociation, ça va être je vous donne telle condition. Si vous acceptez, je vais vous faire ça, ceci, changer de quantité. Au lieu de vous faire 1000, je vous fais 500. Donc, il y a une certaine négociation qui est derrière. L'essentiel, cette négociation-là, elle est assistée à travers un système multi-agent, bien sûr. À travers un système. Et par la suite, supposons que nous avons par exemple cet atelier d'impression, il est en relation multi-agent, bien sûr, avec par exemple 10 autres ateliers d'impression. 10. Quand il lance son offre, c'est-à-dire lui, il reçoit la demande client et il sait qu'il ne peut pas la faire dans 2 jours. Donc, il fait l'offre, il lance l'offre à l'ensemble des contractants, à l'ensemble plutôt des ateliers d'impression.
Et à la fin, pardon, et à la fin, finalement, c'est par exemple trois seulement ateliers qui ont accepté ceci. Trois seulement. Donc finalement, il y a eu création d'une coalition, d'une alliance entre trois seulement. Un autre marché, si nous avons un autre client qui va venir, c'est possible qu'il il demande une autre quantité, un autre produit à imprimer, etc. Celui-là, il va relancer la demande à l'ensemble des ateliers et finalement, par exemple, quatre autres ateliers vont accepter, les autres vont refuser. Finalement, c'est selon le projet qu'il a devant lui, la même chose ici, hein. C'est-à-dire la même chose, par exemple, pour cet atelier, il a peut-être un client qui vient, il lance la demande, et ça se passe, hein. Ceci se passe au niveau entre ateliers d'impression quand ils ont un marché qui dépasse leur capacité. Ils font une offre pour d'autres pour les aider et après ils se partagent les gains. Donc finalement, il propose et il aura d'autres alliés, d'autres coalitions. Donc finalement, c'est une coalition virtuelle à un moment donné. Après, pour un autre projet, c'est possible qu'il y aura d'autres coalitions. Donc c'est une organisation. Finalement, il y a de la, donc dans cet exemple-là, il y a de la coopération. Il y a de la coopération, mais il y a aussi de la compétition. Est-ce que vous la voyez? J'efface tout ceci. Vous voyez ceci? Est-ce que vous voyez le contexte coopération dans cet exemple-là? Non, non, oui, non, ne voyez pas les modules, hein. Bien sûr, non, ne voyez pas les modules. Je parle de, ça c'est les détails du système qui a été développé. C'est un système qui a existé, qui a été développé, et ça s'appelle e-alliance. Voilà. Donc, alliance électronique, ou bien en ligne, ou bien. Mais est-ce que vous voyez l'aspect coopération pour cet exemple-là? Est-ce que vous le voyez? Comment ils sont en train de coopérer? Euh, Oui, pourquoi? Parce que celui-là, nous avons dit qu'il a 10 000 documents à imprimer. Et lui, il ne peut imprimer que 5 000. Donc 10 000. Mais lui, en tant qu'atelier, il ne peut imprimer que 5 000 dans 2 jours. Donc automatiquement, il va offrir les 5 000 restants à l'ensemble. À l'ensemble. Et bien sûr, il y aura une compétition entre l'ensemble parce que chacun d'eux, il cherche à gagner le marché. Chaque atelier, surtout s'il n'est pas dépassé, etc., il cherche un marché, donc il y aura une certaine compétition. Celui-là, il va lui dire, voilà, je vais vous faire, par exemple, les 5 000 à un prix. Comme c'est possible qu'il lui dise que, voilà, je vais vous faire 1 000 seulement. Ah, dans 2 jours, je ne peux pas, je ne peux faire que 1 000 à un prix. L'autre, il va lui dire, voilà, je peux vous faire 2 000 à un prix. À un prix. Donc finalement, il y a de la coopération si on la voit de l'extérieur. Pourquoi? Parce que celui-là seul ne peut pas faire les 10 000. Donc finalement, il est en train de coopérer avec d'autres pour avoir les 10 000. Donc il y a niveau macro, on voit qu'il y a de la coopération. Mais maintenant, si on rentre dans le niveau micro, celui-là, en faisant son offre, il est en train de faire une compétition avec les autres pour gagner le marché. Vous le voyez? Voilà. Donc ici, c'est pour ça que je vous ai dit cette histoire de coalition, on peut l'avoir dans un contexte compétitif, comme on peut l'avoir dans un contexte coopératif, comme on peut l'avoir les deux. Ici, c'est les deux finalement. Il y a une coopération globale, pas forcément entre tous les ateliers, mais certains ateliers, ils coopèrent pour avoir les 10 000. Mais de l'autre côté, il y a eu une certaine compétition entre les différents ateliers pour gagner le marché. Ce n'est pas tous les ateliers qui vont gagner ce marché-là. Donc ça, c'est un exemple. Donc ça, c'est le détail, hein, le détail de ce que j'étais en train d'expliquer, par exemple les prix, les objets de négociation. Donc pour chaque, bien sûr, hein, quand on fait une négociation, quand on élabore une négociation, on ne peut pas négocier le tout à la fois.
Il y a des critères qu'on négocie. Par exemple, on négocie la taille du job, c'est-à-dire que je peux, il lui dit, voilà, est-ce que vous pouvez me faire les 5000 documents, vous m'imprimez les 5000 documents? Non, lui dit, non, je peux vous imprimer 3000. Donc, il y a déjà une discussion concernant la taille du job, c'est-à-dire combien je peux vous faire. Ensuite, je peux vous faire les 5000 à tel prix, l'autre, je peux vous faire à tel prix. Donc, ils sont en train de négocier aussi les prix. Ensuite, c'est possible qu'il négocie les délais. Il peut lui dire, voilà, je vous fais telle quantité, mais par exemple, dans 1 jour et demi. L'autre, non, il lui dit, dans 2 heures, je vous fais tel. Donc, il est en train de négocier les délais aussi. Donc, il y a des objets de négociation. Et bien sûr, derrière, il y a un protocole de négociation qu'on doit suivre pour négocier. C'est-à-dire, il lui envoie l'offre, il lui envoie l'acceptation ou le refus, comme il lui envoie, par exemple, l'informer pour dire, voilà, je peux vous faire seulement ça et ça, mais je ne peux pas vous. Donc, lui envoyer certaines propositions qu'il doit améliorer ou changer, etc., etc. C'est clair? Et le cadre de négociation, c'est la durée. Donc, il ne faut pas qu'une négociation dure longtemps. Hein. Il ne faut pas rester une durée indéterminée à négocier un objet de négociation. Il faut que ça soit limité. Bien sûr, il faut connaître le nombre de participants. Supposons que, par exemple, nous avons 10 ateliers. Après, il y a 2 ateliers qui ne font pas du couleur. Par exemple, ils n'ont pas les moyens pour faire du couleur. Donc, ce n'est pas la peine de négocier avec eux pour un produit, pour un marché c'est-à-dire pour imprimer des documents en couleur. Mais supposons qu'ils veulent imprimer des documents sans couleur, noir et blanc, donc il peut faire intervenir les participants qui ont les moyens que noir et blanc seulement, par exemple. Et bien sûr, j'ai parlé de ça, règles de déroulement, c'est-à-dire la tactique, le protocole, comment s'échanger, etc. Le règlement de toutes ces négociations. Bon, ça c'est juste un exercice. Enfin, c'est des questions. Alors, est-ce que vous voyez ceci comme étant agent, multi-agent, c'est tout? Oui? Oui, oui. Apparemment, on a dépassé. Donc, la prochaine séance, ça va être la séance TD. Et on va essayer de faire 2 séances la prochaine semaine, ou bien c'est vous, choisissez. Choisissez pour, c'est-à-dire au minimum 3 séances. 3 séances. Une séance pour TD, la prochaine séance. TD, continuez parce que TD multi-agent peut prendre 2 séances, ou bien une séance et demie. Et après, on commence les théories de jeu avec les exercices qui viennent. Donc, 3 séances suffisent pour terminer le programme, je pense. Voilà. Au Madame, est-ce revoir que alors. vous pouvez Je vous m'envoyer envoie Madame, la s'il vous série. plaît. Oui, oui, répète. J'allais vous demander les PDF. Oui, Les cours, s'il vous oui, plaît. j'ai oublié de vous envoyer. Je vous envoie les cours plus la série TD. Je vous demande de faire un exercice et après on le corrigera. Hein? Madame, les cours, on a juste le chapitre 1 et 2. Même la planification, vous Ok, je l'avez pas vous encore envoie, il n'y a mis. pas de problème. Je D'accord, vous merci. envoie les cours qu'on a fait, les agents mobiles. Qu'est-ce qu'on a fait? La planification, les exercices planification et ce cours-là, les systèmes multi-agents. Et je vous envoie la série multi-agents. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Mais si j'oublie, vous me rappelez, s'il vous plaît. Au revoir.